Donc aujourd'hui, Alibaba Group, c'est un groupe de différents business très, très variés. Marketplace, c'est notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de développer une plateforme technologique qui facilite la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs. Ça applique dans tous les marketplaces au sein du groupe. Peu importe, c'est le B2B pour la partie sourcing international par Alibaba.com, c'est là qu'on a commencé. Et après qu'on a aussi développé les différentes plateformes C2C. Au début, c'était en Chine, les marketplaces. On a des marketplaces C2C comme Taobao, pour certains qui vivent en Chine, qui connaissent depuis longtemps. Et aussi les marketplaces B2C qui s'appellent Tmall, qui est aujourd'hui développé dans les différents segments comme Tmall Luxury ou de Tmall Global, qui est le marketplace pour le cross-border. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Créer un produit, c'est aujourd'hui plus complexe que jamais. Entre l'intuition de départ et la mise en marché, le parcours peut ressembler à un véritable labyrinthe. Il faut structurer l'idée, identifier les bons matériaux, prototyper, trouver un fabricant fiable, construire une stratégie de distribution, tout en assurant la promotion du produit. Et cela dans un contexte de plus en plus mouvant, où les marchés évoluent rapidement, où les attentes des consommateurs se complexifient, où les délais de mise sur le marché se raccourcissent. Et ce constat, il n'est pas nouveau, mais il prend une dimension inédite à l'heure où la technologie, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, s'impose comme une alliée incontournable de l'innovation. La tech permet de sourcer plus vite, d'automatiser certains choix, d'anticiper des tendances, voire de co-créer avec plus d'intelligence. Mais au-delà de la promesse, que se passe-t-il concrètement sur le terrain? Quels sont les outils, les plateformes, les nouvelles manières de penser qui permettent aujourd'hui de transformer un concept en un produit fini, à la fois désirable, compétitif et adapté à son marché? Pour explorer ces enjeux, j'ai le plaisir de recevoir Michel Lo, Managing Director France de Alibaba.com, la célèbre plateforme qui occupe une place singulière dans l'écosystème mondial de la création de produits. Avec elle, nous allons prendre de la hauteur en revenant d'abord sur les grandes étapes du développement d'un produit, puis en interrogeant le rôle croissant de la tech et de l'IA dans ce processus. Nous parlerons également de nouvelles approches collaboratives, d'outils concrets, de ce que cela change en pratique pour les porteurs de projets comme pour les grandes marques. Mais avant de commencer, Michel, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Cyril pour m'inviter à ce podcast. Donc, Michel Lo, Managing Director France de Alibaba.com. Moi, je suis en charge de cette plateforme de B2B sourcing mondial pour le marché français et aussi avec certains projets aussi étant sur le marché européen. Donc moi, je travaille chez Alibaba depuis presque 8 ans. Donc, j'ai passé par plusieurs rôles. Mais alors, dis-moi, on va y revenir sur ce rôle-là, mais avant ça, tu as plutôt un profil ingénieur, plutôt un profil marketing. T'es qui, Michel? Moi, en fait, j'ai un parcours, il y a 2 fils rouges qui réunissent, c'est principalement la partie commerce international.
et aussi la partie retail et marketing. Ok. Donc, moi, j'ai un parcours auparavant, travaillé sur la Chambre des commerces, le Hong Kong Trade Development Council, et aussi travaillé sur les enseignes comme Figaret et aussi le Printemps, dans la partie marketing et communication. Donc, T'es arrivé en France quand? moi, je suis en France depuis 2005. Donc, Ok. oui. Auparavant, je travaillais également pendant 2 ans à Paris en 2000. Donc, Ok, donc ça fait vraiment longtemps que t'es en France. Tu l'as dit, le retail, t'as cité Figaret par exemple. Qu'est-ce que t'as fait pour ça? Figaret, c'était un moment, encore une fois, c'est une très belle marque PME. Donc, je suis en charge de toute la partie marketing et communication. Oui. Et notamment, à l'époque, on a mené un projet de refonte de la marque complètement. Et travaillé sur le fond de marque, la recréer de l'image de la marque, la partie merchandising, visual merchandising. Et donc, c'était super passionnant de repositionner la marque à l'époque. Donc voilà, j'ai cette l'expérience côté marque. Donc, comprendre voilà, les enjeux d'une marque premium et aussi dans la partie retail, distribution. Et après, moi, j'ai changé mon rôle et je travaille au sein de grands magasins. Donc, le Printemps, t'es resté combien de temps chez Figaret? Figaret, un peu plus que 5 ans. 5 ans. Après, tu rejoins le Printemps. Oui. Boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann, Printemps, un très beau grand magasin. Ouais. Là, on est en quoi? 2008, 9? 2009, ouais. Non, mais 2012. 2012. 2012, voilà. Okay. Et donc, voilà, c'est un grand magasin avec, à l'époque, voilà, 150 ans d'histoire et héritage. Donc, moi, je travaille sur la partie marketing et l'opérationnel pour la clientèle et services. Donc, notamment pour adresser une offre et des actions, en particulier pour la clientèle étrangère. Donc, c'est passionnant parce que c'est un magasin qui a accueilli plein de nationalités différentes avec un sens de service et l'offre qui est une très belle offre. Donc, moi, je suis ravie de travailler là. Qu'est-ce que tu apprends de cette expérience qui dure combien de temps? C'est combien de temps tu restes au Printemps? Ce printemps, à peu près 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que c'est un univers qui est chargé d'histoire, c'est une marque patrimoniale. Enfin, vraiment, les grands magasins en France sont connus et reconnus dans le monde entier. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Ce passage est super intéressant parce que moi, j'ai passé d'une notion d'une marque, Figaret, à un environnement multi-marque. Donc, ça me permet d'ouvrir une vision beaucoup plus globale dans la distribution très sélective, hein, parce que les marques qu'on travaillait avec, ce sont des marques premium, des marques dans l'univers du luxe. Ce que je retiens, c'est chaque marque qui sont un univers très différent et comment construire une offre très globale pour répondre en fait à des clientèles aussi variées. Parce que c'est un grand magasin qui adresse à des clientèles locales et aussi internationales. Donc, il y a cette notion de distribution, dans la partie distribution sélective et de créer des offres et aussi des services qui correspondent aux attentes des marques partenaires et aussi aux attentes des clientèles très variées de différentes nationalités. On est d'accord qu'en fait, c'est quelque part, c'est une marketplace avant l'heure. Oui. En fait, là, c'est la marketplace physique. Exactement. En fait, quand je regardais mon parcours, c'est assez intéressant de voir comment je passe par la perspective d'une marque, une marque premium, à une distribution sélective de multi-marques, multi-univers très orienté luxe. Et c'est un univers de marketplace, d'une certaine manière, physique. Et aujourd'hui, après, j'ai passé à des marketplaces à l'échelle mondiale. Et aussi marketplace très digital et digitalisé. Et au début, voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant de passer de grands magasins comme le groupe Printemps à un groupe comme Alibaba. Au début, voilà, vraiment, c'est une aventure que j'ai tentée. Et après coup, moi, je trouve que c'est tout à fait logique et j'ai porté quand même mon expérience dans la partie retail, distribution et aussi une marketplace physique, entre guillemets, et à des marketplaces digitales. Parce que après, chez Alibaba, on a parlé beaucoup à des... Attends, on va revenir sur Alibaba. Moi, j'aimerais bien rester 2 secondes sur le Printemps parce que je vois des parallèles, en fait. Tu as commencé à les dessiner entre les deux. Et pour les rendre peut-être plus concrets ou plus saillants, tu le disais, tu travailles sur le marketing des services. Les services avec d'un côté les marques et de l'autre côté la clientèle étrangère en l'occurrence, pour pouvoir réunir finalement les enjeux de l'un et les besoins de l'autre. Qu'est-ce que pour les marques, il a fallu faire
pour les amener à évoluer dans leur offre à destination de la clientèle étrangère? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû faire changer là-dedans? Je pense que le plus important, c'est de comprendre en fait le comportement d'achat de chaque clientèle. Et comme je disais, dans un grand magasin comme Printemps, il y a de la clientèle très très variée, très différente. Un client qui vient de l'Asie, ça peut être très différent par rapport à un client qui vient du Moyen-Orient. Parce que leurs attentes en termes de niveau de service, en termes de l'offre, est très différente. Donc à l'époque, je travaillais beaucoup sur de faire comprendre en fait les équipes en termes des besoins de chaque clientèle. Et comme ça, on peut travailler mieux avec les marques partenaires, de développer des offres à la fois commerciales, à la fois serviciales, parce que il y a certains clientèles s'attendaient pas donc une offre produit par le prix, mais aussi beaucoup sur le service. Donc c'est pour ça à l'époque super intéressant pour chaque temps fort dans l'année qu'on a des opérations très différentes. Donc ça peut être aller d'une opération pendant le Nouvel An chinois qui est très différent par rapport pendant une période estivale, qu'on a beaucoup de clientèles à l'étranger, comme de Moyen-Orient, des Américains, qui attendaient un service et des opérations qui est très, très variées. Les services qui sont attendus, drivés par donc la clientèle étrangère, tu peux nous les illustrer? C'est quoi ce qui est attendu comme terme de service? Voilà, à l'époque, c'était assez différent. Par exemple, ce que je retiens à l'époque, la clientèle chinoise, même la clientèle chinoise, ils ont des attentes extrêmement différentes. Il y a certains sont des clientèles qui attendent beaucoup de services plus efficaces. Il y a certains sont des clients vraiment VIP qui attendaient beaucoup de l'accompagnement dans les achats. Donc, je me souviens très bien, on a travaillé beaucoup avec des équipes aussi de personal shoppers pour introduire des services, notamment pour adresser à une clientèle beaucoup plus exigeante dans l'accompagnement dans la partie d'achat. Donc, je pense que à l'époque, avec Printemps, on a travaillé beaucoup sur les personnalisations de services et aussi de travailler avec des équipes différentes, pas uniquement les équipes de magasins, mais aussi les équipes des achats. Parce que l'offre, ça peut être très différent. Les marques qui sont connues et cherchées par une clientèle, c'est pas forcément le même comme les marques qui sont très attendues par les autres futures clientèles. Ah, intéressant. Les marques, du coup, cette offre de service, tu cites le personal shopper. C'est le Printemps qui prend en charge la mise en place de ce service-là en tant que marketplace, que magasin, que dans son rôle de distributeur, qui va lui-même finalement améliorer la relation entre les marques et les consommateurs. Ou est-ce que c'est au rôle des marques que d'apporter du service supplémentaire? À l'époque, au moment que je travaillais au Printemps, c'est le service qui est proposé par le Printemps, qui est au service de toutes les clientèles et aussi toutes les marques partenaires qui sont présentes sur le grand magasin. Donc, je pense que ça fait partie un modèle business de marketplace comme aussi Alibaba aujourd'hui. Il y a quand même des services différents qu'on propose en tant que marketplace, en tant que d'acteur au milieu entre les marques et les utilisateurs pour proposer un service qui correspond pour mieux réunir les deux côtés. Mais voilà, tu vois, tu fais la transition. C'était exactement là où je voulais t'emmener, faire le parallèle entre une place de marché physique comme ce que le Printemps peut représenter et puis finalement Alibaba. Quand tu arrives chez Alibaba, donc après le Printemps, on est en quelle année à peu près? On est en 2018. 2018. Oui. Quel est ton rôle à ce moment-là? Quel est ton rôle aujourd'hui? Et puis, à travers de ces définitions des rôles, parce qu'il a évolué, on va essayer en filigrane de présenter ce qu'est Alibaba, parce que tout le monde connaît Alibaba. Mais tout le monde ne connaît pas vraiment Alibaba. On est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Donc, déjà, premièrement, Alibaba, c'est un groupe qui s'appelle Alibaba. À l'origine, c'est notamment la marketplace que je travaille, qui s'appelle Alibaba.com. C'était il y a plus de 25 ans, en 1999, que Jack Ma est 18 fondateurs qui a fondé cette marketplace B2B pour faciliter la mise en relation entre les fournisseurs et les acheteurs. Et à l'époque, on a une mission qui retient jusqu'à maintenant au sein du groupe et aussi encore plus fort sur la plateforme Alibaba.com, c'est « to make it easy to do business anywhere ».
C'est-à-dire le anywhere, c'est pas uniquement n'importe où comme pays ou l'emplacement, mais aussi vraiment dans les différents moments et de l'endroit. Donc ça peut être dans le bureau, ça peut être dans notre train s'il y a des voyageurs. Et donc c'est vraiment cette mission qui a défini vraiment l'ADN du groupe et aussi l'ensemble de son écosystème. Donc aujourd'hui, Alibaba Group, c'est un groupe de différents business très très variés. Marketplace, c'est notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est de développer une plateforme technologique qui facilite la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs. Ça applique dans tous les marketplaces au sein du groupe. Peu importe, c'est le B2B pour la partie sourcing international par Alibaba.com, c'est là qu'on a commencé. Et après qu'on a aussi développé les différentes plateformes comme C2C. Au début, c'était en Chine, les marketplaces. On a des marketplaces C2C comme Taobao, pour certains qui vivent en Chine, qui connaissent depuis longtemps. Et aussi les marketplaces B2C qui s'appellent Tmall, qui est aujourd'hui développé dans les différents segments comme Tmall Luxury ou de Tmall Global, qui est le marketplace pour le cross-border. Qu'on a aussi les autres marketplaces dans les différentes régions. Oui, effectivement, pour qui s'intéresse à un moment ou un autre dans sa vie à la Chine, connaît Taobao et Tmall, ça fait partie des incontournables, des références en Chine en termes de marketplace. On va revenir sur Alibaba.com. Cette définition que tu donnes d'une plateforme de mise en relation B2B entre finalement des fournisseurs de matières premières, de composants, de matériel, et les acheteurs que sont les professionnels qui derrière vont les transformer ou les revendre. On va revenir là-dessus. Quand toi, tu arrives chez Alibaba en 2018, quel est ton rôle? Moi, j'ai un rôle de Senior Business Development Manager. Donc, c'est notamment introduit les marketplaces comme Tmall, et notamment Tmall Luxury, c'était le début de développement et la création pour les marques françaises. Et c'est passionnant parce que à l'époque, personne connaît trop Alibaba. Peut-être on a entendu parler, c'est une marketplace, c'est un groupe digital en Chine. Mais quand j'ai commencé de travailler pour l'introduire ces marketplaces en France, en fait, des gens ne connaissent pas. Même, j'avoue, je travaille au printemps avec une clientèle très sélective, clientèle chinoise très sélective. Je n'ai pas trop entendu parler Tmall. Et pourtant, Tmall, c'est la marketplace en majorité, utilisée par la majorité des consommateurs en Chine. Et aujourd'hui, plus de 90% des marques qui sont présentes sur le territoire chinois sont déjà sur notre plateforme. Oui, c'est important ce que tu dis, et quand pour aller dans le sens de ce que tu racontes et que on soit bien clair, le rôle qu'elle tient de business developer en France, c'est de convaincre les marques de luxe françaises d'utiliser la plateforme Tmall en Chine pour commercialiser leurs produits. Exactement. Pas uniquement les marques de luxe, mais aussi des marques premium aux marques en général. Ok. Parce que c'est des marketplaces qui... Mais Tmall Luxury, Tmall Luxury, c'est uniquement pour dans l'univers de luxe, ça c'est vrai. Mais Tmall en général, oui, c'est une Tmall plateforme... en général, c'est tout type de produits. Là, je pensais à Tmall Luxury, qui est évidemment pour les marques de luxe. Et Dieu sait qu'en France, on en a quelques-unes. Exactement. Donc, en fait, on a... voilà. Et comment c'est perçu? Ça m'intéresse vraiment. Comment c'est perçu en 2018 quand tu vas voir des marques, je sais pas qui tu vas voir, on peut imaginer le portefeuille d'LVMH comme étant des prospects potentiels. Bref, comment le luxe entre LVMH, Kering, Hermès, pour citer les trois plus gros françaises, il y a de quoi faire. Comment c'est perçu quand tu t'adresses à elles pour leur dire non, mais vous allez vendre sur une place de marché. Oui. Qui, eux, ont des distributions exclusives. Et en fait, à l'époque, je pense que pas uniquement pour les grandes maisons de luxe, et même pour la plupart des marques françaises, c'est inimaginable pour être présente sur les marketplaces lointains.
Et c'est pour ça aussi c'était un travail super intéressant de vraiment en avant-première de introduire déjà de faire comprendre le potentiel du marché. Et pourquoi il faut s'intéresser à cette façon de vendre en Chine. Parce que justement, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, chaque clientèle a une façon, un comportement d'achat très, très différente. En Chine, sur le marché, c'est du marketplace. C'est du super app qu'on a entendu parler depuis un petit moment. Et parce que la clientèle sont passées de magasins de proximité au shopping mall et très rapidement fait le digital. Donc, ce sont leurs habitudes de regarder et de se, entre guillemets, naviguer dans les marketplaces, un environnement multimarque. Donc, c'est pour ça Marketplace, c'est un modèle que c'est très utilisé et proposé par Alibaba parce que c'est le cœur de métier, c'est l'origine de la plupart des modes de commerce. Et aussi, je pense que ça correspond également les habitudes de la population. Oui. Les marques françaises, elles, comment tu as réussi à les convaincre? Déjà, je pense que l'époque, c'est de faire comprendre le potentiel du marché. Et ça a été suffisant pour lever les peurs? Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aussi montrer comment l'écosystème a construit. Parce que je pense que c'est important de comprendre, c'est un concept de l'écosystème. C'est pas uniquement les marketplaces. Il y a aussi tout un écosystème qui sont autour, qui sont construits, qui facilitent en fait l'opération de marketplace. D'où vient aujourd'hui, je parle uniquement de business de Alibaba Group, c'est le marketplace. Autour de cet écosystème, il y a toute la partie services, paiement, logistique, services de cloud, la plateforme technologie, et aussi toute la partie entertainment, toute la partie réseaux sociaux. Tout est autour. WeChat, c'est chez vous? WeChat, c'est pas chez Alibaba.com et c'est pas chez Alibaba Group. Mais on est d'accord que WeChat, c'est le truc qui est vachement utilisé en Chine. Ça fait partie de l'écosystème dans le sens plus large. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ou les super apps sont aussi intégrés dans toute l'économie digitale. Donc, c'est impossible de le dissocier. Et au fil de 25 ans de développement, aujourd'hui, les marketplaces, les réseaux sociaux sont interconnectés. Même en Europe, en France, aux États-Unis, on voit que l'écosystème digital, c'est dissociable avec les réseaux. Et c'est aussi au fil du temps que les marques commencent à comprendre que sur le marché chinois, c'est impossible de ne pas y être et aussi de ne pas être sur les marketplaces. Si c'est pas dans le marketplace, pas dans les réseaux sociaux, c'est aussi impensable. Donc, c'est comme ça qu'on a mené beaucoup d'évangélisations, d'explications, de comprendre déjà le potentiel du marché. Parce que la marque France, déjà, c'est très puissant, très puissant pour la clientèle. Ça signifie la qualité, l'art de vivre à la française et aussi l'univers de lifestyle, des marques premium de luxe, c'est très, très fort. Donc, c'est pour ça, en fait, nous, on pense que c'est ultra important pour les marques de comprendre déjà le potentiel. Pas uniquement des grandes maisons de luxe, mais aussi parfois des marques plus petits ou plus indépendantes ou des marques, des nouvelles marques aussi qui peuvent avoir une place, en fait, dans cet énorme marché. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur l'explication, accompagnement et aussi d'introduire des partenaires. Donc, pour travailler avec Tmall, il y a des Tmall partners, peut-être que vous avez entendu parler. Ce sont des partenaires qui peuvent accompagner également les marques de très près, de développer le marché. Aujourd'hui, tu diriges en tant que managing director, donc Alibaba France. La mission qui est la tienne avec ce rôle-là, c'est quoi? Je continue de l'introduire, en fait, les avantages et aussi le potentiel du marché auprès des entreprises françaises. Auparavant, ce sont des marques qui sont interlocuteurs, parce que ce sont des marques qui ont plus fort potentiel pour le marché chinois. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas le potentiel du marché chinois. Je parle du marché global, international, c'est-à-dire le marché du monde entier. Et plus précisément, c'est dans la partie B2B. C'est-à-dire
quels sont les potentiels pour les entreprises françaises? Déjà, premièrement, comment tu peux utiliser la plateforme de mieux optimiser la chaîne d'approvisionnement pour mon entreprise? Soit je suis un e-commerçant, que je dois faire du sourcing des produits et de les revendre, tout simplement. Donc, ça peut être une partie de la clientèle. D'autre part, ça peut être des grossistes qui achètent en gros et te revendent aux petits commerçants. On a aussi une partie de business qui est un peu moins connue, ce sont des fabricants qui utilisent notre plateforme de acheter, comme à tout à l'heure tu disais, des matières premières, des parties composants pour construire, pour produire leurs propres produits. Donc ça, c'est une partie de business aussi important pour nous. Ce qui est important dans ce que tu dis et ce que je retiens, c'est que c'est à la fois la connexion sur tous les aspects du B2B, du sourcing, acheter en gros ou pas en gros, et pour la revente, ou acheter des composants qui vont permettre de créer un produit en vue de le commercialiser ensuite. C'est aussi la dimension globale, c'est-à-dire qu'Alibaba, dans l'imaginaire collectif, c'est chinois. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, la proposition de valeur, elle n'est pas cantonnée à la Chine, mais elle est globale. C'est-à-dire, un Européen va pouvoir trouver un fournisseur turc, argentin, vietnamien, chinois bien sûr, sur cette même plateforme. C'est ça qu'il faut retenir? Il faut retenir, c'est déjà premier niveau. Donc, notre cœur de métier, c'est pas de fournisseurs, parce que nous, on ne vend pas et on n'achète pas Alibaba. Ouais, c'est la mise en relation. C'est la mise en relation. Et comment on fait cette mise en relation? C'est par le biais d'une plateforme technologique. Donc, c'est la marketplace que nous, on a développée. Donc, notre cœur de métier est de faire évoluer cette marketplace pour correspondre au plus près des besoins des deux côtés, les fournisseurs et les acheteurs. Donc, c'est pour ça la première chose à retenir, c'est nous, on est une marketplace globale. Et c'est-à-dire, notre langage. Global. Ouais, c'est notre langage, entre guillemets, c'est la tech. Oui, bien sûr. Peu importe pour servir un fournisseur chinois ou un fournisseur européen ou un fournisseur américain ou un fournisseur turc ou un acheteur qui vient du monde entier. Parce que nous, on est présente, et l'utilisateur est présent dans 200 pays dans le monde. Donc ta proposition de valeur, c'est faire cette mise en relation-là, de la faciliter, de la fluidifier pour que finalement tout le monde y trouve ce qu'il cherche. Exactement. À chercher. Et puis deuxième, c'est par le biais de cette plateforme technologique pour faciliter cette mise en relation qu'on a développé aussi un réseau très élargi de fournisseurs. Comme je disais, on est de l'origine Chine. Donc, c'est pour ça qu'on a des fournisseurs chinois de l'Asie. Mais depuis ces dernières années, qu'on a aussi développé beaucoup de réseaux de fournisseurs dans toutes les grandes régions industrielles. Bon, et on va revenir sur tout ça parce que je crois qu'il y a pas mal à dire avant qu'on revienne plus en détail sur exactement les développements que la plateforme a mis en œuvre. C'est évidemment Alibaba, une plateforme tech. Et c'est hyper important pour la suite de notre échange. On va revenir dessus. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur la question que je posais en introduction, le thème. Et on comprend bien pourquoi on y arrive maintenant. Créer un produit, innover dans un produit, qu'on soit dans un nouveau business qu'on lance ou qu'on soit une grande marque, même si c'est plus vrai dans un nouveau business. Il y a plein d'étapes. C'est presque un parcours du combattant. Quand tu veux, prenons un produit simple, un vêtement, tu veux lancer une chemise avec quelque chose de particulier, j'en sais rien. Il faut trouver le bon tissu, il faut faire le prototype. C'est pas simple en fait quand même de lancer un produit. C'est long. C'est très complexe. Donc c'est pour ça nous c'est une plateforme qui est très puissante, qui peut permettre les entreprises de simplifier toutes ces démarches. Premièrement, avant de les simplifier, rappelons-les. Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui? C'est pour, si je te demande de l'identifier, c'est pour mieux comprendre comment tu vas venir résoudre le problème. Qu'est-ce qui est compliqué quand tu crées un produit aujourd'hui? Je pense que pour créer un produit, il faut que le produit soit d'avoir du potentiel du marché. Je pense beaucoup, ça vient aujourd'hui qu'on va beaucoup à un cycle virtuel. C'est pourquoi on crée un produit, parce que soit on a identifié un besoin, ces besoins, ça vient de consommateurs. Quand on a identifié un besoin, comment par un produit qui peut correspondre à ces besoins.
c'est déjà un état. Mais deuxième, comment on peut s'assurer que ces besoins n'est pas déjà couverts. Et troisième, si c'est pas le cas, comment je peux créer from scratch d'un produit qui correspond à un besoin qui n'est pas encore répondu. Et quelle définition technique que je dois définir si je suis le cahier des charges. Le cahier des charges pour certains professionnels dans certains secteurs, peut-être il peut très facilement de créer le cahier des charges. Mais imaginez, vous êtes une marque qui produit une gamme de produits et aujourd'hui vous avez identifié un besoin de votre clientèle qui est complètement hors de votre univers. Donc ça, c'est la difficulté 1. J'ai un besoin, mais je ne sais pas comment faire ce produit. Parce que très typiquement, on fabrique des chemises, mais là, on veut fabriquer un sac. C'est pas très loin. En fait, si, c'est très différent. C'est très différent parce que la matière, c'est différent, les cahiers des charges différents, les fabricants sont différents, le gamme de prix est différente. Donc, c'est pour ça, c'est ça la première étape. Déjà, on ne sait pas comment faire. Et par le biais d'une plateforme comme Alibaba, c'est une plateforme de marketplace B2B. On va y revenir, Michel. Ouais. Avant qu'on y revienne, justement, je voudrais bien qu'on prenne la mesure de la difficulté. Tu le disais à juste titre, si tu te mets à faire un sac en cuir, c'est pas la même chose que travailler une chemise en coton. Les fournisseurs sont pas aux mêmes endroits, les experts ne sont pas aux mêmes endroits, parce que travailler le cuir, il y a des pays où on le travaille mieux que d'autres. Exactement. Alors que le coton, c'est pareil. Et puis, il y a le prototypage. Il y a prototypage et aussi de matrice de coûts avant qu'on ait le prototypage. Déjà, étudier le potentiel du marché. Définir quelle gamme de produits à produire, quel prix de retail. Ça, tu le définis d'entrée de jeu avant même de commencer la production. Le prototypage, t'es déjà... Moi, je pense qu'il faut définir quand même la gamme de produits. Est-ce que je fais un produit qui sont haut de gamme, milieu de gamme, ou quelle segmentation de gamme. C'est important parce que ça change complètement le type de fournisseur, le type de matière, la complexité de produits. Et là, c'est aussi un challenge d'avoir cette connaissance. Et après, faire un prototypage. Pour ça, il faut aller dans des salons. Il y a des gens qui vont dans des salons. Traditionnellement, c'est aller dans les salons professionnels. Souvent, certains secteurs sont une fois par an. Pour certains, sont une fois tous les 2 ans. Il ne faut pas louper le coche. Il faut tomber aussi le bon fournisseur qui sont présents sur le salon. C'est aussi une certaine limite en termes de recherche des bons partenaires commerciaux ou des fabricants qui peuvent réaliser vos produits. Et aussi, c'est un coût aussi d'aller dans un salon. C'est le coût en termes de temps et de temps de voyage. La France, on a la chance d'avoir plusieurs plus grands salons aussi dans les différents secteurs qui sont présents en France. Sinon, il faut aller aussi dans les autres pays, dans les autres continents, parfois. Donc c'est pour ça les plateformes marketplace, ça peut avoir un avantage. Et puis après, il y a le prototypage et puis les allers-retours. T'as ton fournisseur. Non, mais il a pas compris mon cahier des charges là. Ou alors c'est toi tu te rends compte que tu t'es mal exprimé dans le cahier des charges. Et tu fais des allers-retours. Et après, il faut le convaincre de produire une petite série pour faire de la précommande avec une plateforme de crowdfunding, par exemple. Oui, donc du coup, c'est aussi tout le travail de la mise au point, en fait, le prototype ou le cahier des charges, et aussi de convenu, déjà identifier le bon partenaire pour faire le prototypage, et aussi le bon prix pour faire un prototype qui peut potentiellement un gamme de prix similaire pour faire une série de productions après. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter les histoires comme celle de l'Uni, la boîte à histoires, avec Maëlle qui est passée et qui a raconté exactement en détail le parcours du combattant par lequel elle est passée. Exactement ce que tu viens de faire, Michel, ou alors même Anja Paris avec les maillots de bain. C'est exactement de ça dont il s'agit. On est sur un temps long, un brouillard complet pour avancer parce qu'on ne connaît pas, il faut découvrir. Un processus d'itération. Parce qu'on n'arrive jamais pile poil au bon produit, et voilà. Et après, il y a la commercialisation, parce qu'une fois qu'on a les produits, il faut les faire connaître. Et là aussi, il y a des enjeux, surtout avec les coûts d'acquisition.
Merci pour ce pitch général. On voit bien effectivement que c'est connu. Tu as vraiment envie de nous raconter maintenant comment en fait Alibaba va venir accélérer. Je le disais en introduction. De façon plus globale, la tech, et oui évidemment qui va se retrouver chez Alibaba, mais la tech, l'IA générative qui est aujourd'hui de plus en plus présente, qu'est-ce qu'elle permet de faire dans tout ce parcours un peu compliqué de la création de produits? Qu'est-ce que ça vient accélérer, fluidifier et finalement, pourquoi ça vient réduire les coûts de lancement d'un produit? Déjà, premièrement, quand tu vois l'évolution de la plateforme Alibaba.com, qu'on a passé des différentes étapes. Comme tout à l'heure, on parlait des salons professionnels physiques, qui est tout à fait important dans le parcours de production. Et on a digitalisé déjà la partie l'achat professionnel. Donc, passer par des salons professionnels, complétés par une plateforme marketplace comme Alibaba, qui digitalisait de l'offre. Donc, aujourd'hui, on a 200 000 fournisseurs qui viennent du monde entier. Et je pense qu'il n'y a pas un salon qui peut avoir 200 000 fournisseurs, tous réunis dans la même place. Et pour réunir avec 50 millions d'utilisateurs qui viennent du monde entier. Donc aussi, voilà, c'est difficile d'avoir un salon qui peut réunir tout. Et aussi, c'est une plateforme très mobile. C'est une plateforme qui a également une déclinaison d'applications. Donc, c'est-à-dire, on passe par un salon physique à un salon digitalisé et aussi mobile. Donc, c'est 2 étapes qu'on a passées dans les années passées. Et puis, troisième, c'est aujourd'hui, à l'aide de IA, également, on a introduit pas mal des outils et des services qui sont alimentés par IA pour faciliter notamment cette mise en relation. Tout à l'heure, on a parlé déjà de savoir est-ce que mon produit a du potentiel. Quand on n'a pas encore l'outil IA, c'est de passer des recherches sur notre plateforme, des fournisseurs, interroger le prix, étudier le marché et puis ressortir dans une autre plateforme pour voir dans la partie retail comment ça vend en fait un produit, combien ça coûte, etc. Mais aujourd'hui, qu'on a introduit des outils IA qui peuvent structurer et de synthétiser toutes ces démarches, avec une simple requête en langage naturel et conversationnel sur notre outil IA, c'est un IA qui s'appelle Accio, accio.com, qu'on peut poser des questions. Un produit qui est innovant, ça peut partir d'une photo combinée avec du texte ou des vidéos, pour que l'IA comprenne quels sont les produits que vous souhaitez enquêter, qui peut aussi recenser. C'est-à-dire que là, tu peux donner un dessin, par exemple, du produit que tu veux? C'est possible. On parlait du sac. Restons sur tu produis habituellement des chemises et là, tu veux produire un sac à main. Oui. Tu peux mettre un dessin de ce que tu veux et dire, voilà, moi, c'est ça, je voudrais que ce soit en cuir bleu, marron, noir, doré, rose. Enfin, tu mets ton cahier des charges? Il faut mettre un bon requête sur l'outil et te poser des questions. Je souhaite développer ce produit. Quels sont le potentiel du marché? Ouais, c'est ça. Quel marché que vous souhaitez étudier? Et là, on peut être challengé par l'IA pour dire non mais ce produit, tu me dis que tu veux le vendre dans le monde entier. Moi, est-ce que l'IA va dire ouais, mais au travers de la data que je possède, je peux te dire que en Amérique du Nord, ça va pas marcher, alors qu'en revanche, je pense qu'il y a plus de potentiel en Europe de l'Est. En fait, l'IA, il va vous aider dans recenser les bonnes questions à poser et aussi les bonnes informations. Et il faut que vous puissiez aussi prendre la décision. Donc, tout ça, c'est sur nos outils qu'on met en place pour qu'on puisse faciliter de recherche l'information et aussi de prendre une décision plutôt informée, basée sur les datas. Parce que Accio, c'est un outil qui sont basés sur les datas qui est disponible sur l'Internet. Ça, n'importe qui y a accès? Pour le moment, c'est n'importe qui. C'est ouvert à tous les utilisateurs. D'accord. Donc ça, c'est un super outil qui va venir accompagner le porteur de projet d'un nouveau produit pour dire ok, avec la conversation, parce que c'est un outil conversationnel que j'ai, on arrive à la conclusion que ce produit doit avoir telle forme, tel segment de prix et plutôt telle zone géographique. C'est un peu de ça, les conclusions auxquelles le porteur de projet peut arriver. Ça dépend comment la question a été posée, parce que comme tous les outils IA sur le marché, il faut poser la bonne question, la bonne formulation de Donc, enquête. Tout est dans le prompt. Oui, tout est dans le prompt. Ouais, on est bien d'accord. Et d'après, IA, il peut aussi vous guider sur les bons aspects
des questions à poser. Par exemple, on peut poser des questions. Voilà, si tu souhaites développer un verre, il va vous poser la question que c'est un verre à vin, ou c'est un verre haut, ou est-ce que c'est un verre... Ok, on prompte bien, on a un bon échange avec l'IA et on arrive à finalement obtenir des réponses très rapidement. C'est déjà une étape. C'est une première étape qui est hyper importante. Je voudrais juste t'interroger sur les datas sur lesquelles s'appuie ce LLM. Ça a été nourri par quoi pourquoi, en fait, elles sont pertinentes, les réponses, à condition, évidemment, qu'on prompte bien, mais pourquoi on fait confiance à ce LLM? Parce que c'est un modèle qui est basé sur l'expertise de Alibaba.com depuis des années dans le commerce international et aussi la partie commerce entre les entreprises. Et c'est basé sur les requêtes qui sont déjà disponibles sur la plateforme et aussi ce sont des données qui sont ouvertes et disponibles sur l'Internet. Donc on est spécialisé dans la partie sourcing B2B. Donc c'est pour ça on est très fort sur les questions qui sont très précises sur la partie sourcing et de commerce international. On peut lui parler en français? On peut parler en français. C'est disponible dans les différents langues. Ok. Ça, c'est important, effectivement, de bien comprendre comment l'IA, appuyée sur une donnée pertinente, va pouvoir accélérer la recherche, de potentiel de marché du produit. Après, il faut commencer le prototypage à un moment ou à un autre. Il faut choisir, trouver qui va pouvoir fabriquer le verre ou le sac à main. Donc, c'est pour ça, la deuxième étape, on peut aussi aller jusqu'à la proposition des fournisseurs qui sont capables de répondre aux besoins de acheteurs. Donc, par les différents critères définis auparavant, notre outil IA qui peut proposer une liste. Donc là, on lui donne le cahier des charges. Et avec le cahier des charges, on va pouvoir trouver les fournisseurs qui sont en capacité d'y répondre. Oui, on peut définir les cahiers des charges par quel type de critères pour la sélection de fournisseurs. D'accord. Et donc de IA qui peut structurer et recenser en fait les listes des fournisseurs qui sont capables de répondre à ces besoins. Et d'après, l'outil il fait également le fait comparaison d'une manière beaucoup plus facile à comparer les différentes offres et à la fin pour la mise en relation entre les acheteurs et les fournisseurs qui sont sélectionnés. D'accord, donc ça veut dire qu'on a un tableau comparatif comme un comparateur de prix quelque part en disant voilà les différents fournisseurs qui sont en capacité de le faire. Voilà les conditions dans lesquelles ils peuvent réaliser la fabrication du produit tout de suite, dans 6 mois, avec quantité minimum de 100, quantité minimum de 1000 ou de 10 000, enfin, toutes les conditions de réalisation et donc aussi de prix. Et là, on va aller les interroger. On va aller pouvoir leur soumettre quelque part un appel d'offres. Après, c'est au souhait en fait de l'acheteur ou de la personne qui interroge en fait nos outils de décider avec qui Bien sûr. il souhaite poursuivre la discussion. Et donc, il peut avoir très facilement de se connecter avec les fournisseurs qui sont sélectionnés et de continuer la discussion. Si ce sont des fournisseurs qui sont sur Alibaba.com, il peut tout à fait rentrer dans la plateforme, de commencer la communication. Donc ça, c'est la deuxième atout de notre plateforme, c'est de faciliter la connexion et aussi après la partie communication. À tout à l'heure, tu m'avais demandé, est-ce qu'il y a par français? Oui, notre plateforme, on peut l'utiliser et pas uniquement en anglais, mais aussi traduit dans les 18 langues qui sont disponibles. Ouais, donc après, au travers de la plateforme, le fournisseur étant référencé chez Alibaba, on va pouvoir commencer à discuter avec lui, c'est-à-dire lui dire, bah voilà, apparemment, vous êtes en capacité de réaliser ce sac à main selon les conditions qui sont les miennes. J'ai bien lu vos conditions voilà. Je voudrais qu'on avance plus loin. Est-ce que vous pourriez me faire un prototype? C'est un peu ça le sens de la communication. Exactement. Et le prototype se fait et ensuite on le reçoit. Mais tout le processus, il est traqué à l'intérieur de la plateforme en fait. Les utilisateurs qui peuvent utiliser tous les canaux de communication disponibles sur la plateforme, notamment les outils de communication qui sont instantanés,
traduit dans les différentes langues exigées, et tout est enregistré en fait dans chacun de flux de conversation entre les deux parties. Donc là en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après que le prototype ait été validé, on va faire produire une première série pour pouvoir commencer à la commercialiser. Ça s'arrête là, Alibaba? On est jusqu'à la production Pas uniquement, parce que pour ceux qui sont réussis à faire prototype et d'après la production en série avec les partenaires sur la plateforme, pour ceux qui souhaitent utiliser la plateforme aussi pour exporter vers le monde entier, qui peuvent aussi passer à l'autre côté pour être un fournisseur pour répondre aux besoins des acheteurs. D'accord. Donc des acheteurs qui revendent eux après. Des acheteurs qui peuvent... Le sac à main, et ben voilà, je le produis, et ben j'aimerais qu'il soit distribué. Donc il y a des grossistes, par exemple, de maroquinerie qui, pour un pays, va aller acheter sur Exactement. La plateforme ces produits. C'est ça? Oui, donc c'est une plateforme qui est également dédiée pour les fournisseurs, les fabricants ou les grossistes pour vendre aux 200 pays différents dans le monde. Donc, dans ce cas-là, l'acheteur qui a développé des produits disponibles, qui peuvent aussi l'ouvrir une boutique en ligne sur Alibaba.com pour vendre leurs sacs aux clients l'étranger, ou aux locaux d'ailleurs. Ouais. Me vient une question quand je t'entends parler. Tous les flux financiers, ils passent au travers de la plateforme, ou c'est-à-dire que ton fournisseur, quand tu vas lui commander ta pré-série, tu le règles directement sur la plateforme. Est-ce qu'il y a une monnaie unique, ou est-ce que parce que si on est je sais pas, aux États-Unis, c'est en dollars, si on est en Turquie, c'est quoi? Je sais même plus ce que c'est que la monnaie en Turquie. Enfin, voilà, et en Europe, c'est l'euro. On est multidevises. Aujourd'hui, c'est une plateforme, on propose différents moyens de paiement. Oui. En fonction des pays, l'origine dans l'exportation, il y a différents moyens de paiement. Qu'on peut aller jusqu'à les moyens de paiement comme on achète une paire de baskets, aussi simple, par PayPal, Apple Pay, ou virement bancaire plus traditionnel. Aussi, voilà, des différents moyens de paiement fractionnés. Buy Now, Pay Later, ce sont des services de paiement qui sont également proposés sur la plateforme en fonction de pays d'origine de l'exportation. Donc c'est pour ça c'est une plateforme qui facilite pas uniquement la mise en relation, la communication, mais aussi la transaction entre les deux parties. Et aussi, c'est Alibaba qui est au milieu. Pour ceux qui utilisent notre plateforme, des services de paiement de notre plateforme, qui est aussi protégé par la plateforme en tant qu'intermédiaire. Et justement, le rôle d'intermédiaire, il va jusqu'où? Parce que là, on dessine finalement un modèle où tout se passe bien. Il y a forcément des moments où ça se passe moins bien. Est-ce que vous avez un rôle, vous, en tant que tiers de confiance, d'aller essayer de régler les problèmes? Pour ceux qui ont fait des transactions sur notre plateforme, on propose des services comme Trade Assurance. C'est nous qui est intermédiaire, qui s'assure que les deux parties sont contents avant que le paiement soit libéré. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est en fonction de leur accord de pourcentage de paiement. Et puis, nous, on est entre les deux pour libérer la partie paiement pour les fournisseurs uniquement quand les produits sont arrivés et que les clients acheteurs qui sont contents pour libérer le paiement. Donc, ça, c'est un service qu'on propose au service des deux, oui, pour qu'ils puissent avoir une intermédiaire qui s'assure. Donc, on intervenir uniquement aussi à la fin s'il y a des litiges entre les deux parties. Ok. Et est-ce que vous avez un service client? On a des services clients. Est-ce que si j'ai, je sais pas, une question, un doute, un problème, ça peut arriver avec les volumes, ça me paraît normal, on peut contacter la plateforme? On a des moyens de communiquer avec la plateforme pour résoudre les différents soucis. Et même si on est français, on aura quelqu'un à qui on pourra s'adresser en français? Vous pouvez l'écrire en français et puis ça sera répondu en français. Ok, vive l'IA.
Alibaba veut aller plus loin. Évidemment, vous avez une boîte à outils, tu viens de la décrire, une tech qui est là pour aller faciliter. On comprend bien, en t'entendant parler, Michel, que le processus de création d'un produit, il rétrécit en termes de temps, il est plus fluide, donc en termes d'argent aussi, puisque plus c'est court, moins on dépense, et on est plus proche du go-to-market. Vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui, en 2025, pour la première fois importer en Europe un concept qui s'appelle Co-Create, qui a été initié à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. Qui est initié aux États-Unis. Voilà. À Las Vegas. Et pour stimuler les porteurs de projets. Tu peux nous le raconter un peu mieux? Parce que je l'ai résumé très très rapidement. Je pense qu'il y en a un peu plus à dire. Oui. Donc, Co-Create, donc le nom qui disait, c'est Co et Create, donc c'est le nom en anglais. Donc, c'est-à-dire c'est une collaboration entre les deux parties pour créer, ça peut être pour créer un produit, pour créer de la valeur, pour créer du potentiel de business. Donc, l'idée, le concept, ça a été lancé aux États-Unis par Alibaba.com sur le marché il y a 2 ans. Donc, il s'agit d'un événement incontournable qui réunit les acheteurs et les vendeurs, une série de conférences, des mises en relation, des networking, et aussi un concours de pitch produit qui a le final pendant cette journée de conférence. Donc, nos équipes ont organisé ça depuis 2 ans. Là, cette année, ça sera la 3e année que l'on organise l'événement aux US. Et vu les bons résultats et aussi les bonnes tendances dans l'adaptation de techno et des sourcing digitalisés, on a le plaisir également d'introduire Co-Create en Europe pour la première fois. Et en parallèle de l'initiative aux US qui continue, c'est un événement qui aura lieu le 4 et 5 septembre à Las Vegas aux US. Et pour l'Europe, ça sera à Londres le 14 novembre. Donc, c'est une journée à Londres, des conférences, avec des fournisseurs qui vont être présents. C'est vraiment une belle sélection des fournisseurs qui seront là. Et aussi des partenaires dans l'écosystème qui vont être là, avec les équipes de Alibaba.com, de présenter les différents outils, les différentes tendances, insights qui peuvent aider les entreprises de travailler mieux dans la partie commercialisation de produits, la partie de l'approvisionnement et du sourcing. Donc, nous, on a lancé il y a quelques jours, notamment cet appel à candidature, parce que c'est pendant cette journée à Londres, il y aura le final d'un pitch competition qu'on appelle le Co-Create Pitch. Donc, c'est un concours, c'est un appel à candidature, appel à projet au niveau mondial, parce qu'il y aura 100 finalistes qui vont être sélectionnés, qui vont être présentes aux 2 salons de journée et de se concurrencer pour avoir un prix final qui en total de 1 million de US dollars. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu racontes finalement aux porteurs de projets français? Comment il faut qu'ils fassent et qu'est-ce qu'ils vont gagner? Parce qu'ils vont pas forcément gagner le prix. Il y en a bien peut-être un qui va le gagner le prix, mais il n'y a pas que ça. La valeur, elle n'est pas que là. Oui, c'est pas que là, parce que en fait, c'est une campagne ou c'est une initiative. Vraiment, on souhaite l'introduire, la valeur d'une plateforme de marketplace, les outils qu'on propose pour faciliter les créateurs de produits, les créateurs de business de se digitaliser et aussi de profiter pendant cette campagne de la visibilité renforcée. Parce que pour ceux qui participent, qui peuvent également gagner en termes de visibilité, parce qu'il y a 2 façons de candidater. Première, c'est de poster une vidéo de 30 secondes pour décrire vos concepts de produits, vos concepts de marchandises, et de décrire et de mettre un hashtag Co-Create 2025, ou alors taguer Alibaba.com officiel pour avoir cette association a fait notre compte de réseau. Donc on fait un short, on fait un réel sur Insta, sur TikTok et on tag Co-Create 2025 ou le compte officiel d'Alibaba.com.
Et c'est que comme ça que finalement sa candidature sera identifiée Donc par le comité. Donc ça, c'est la première façon. Ouais. Donc pour ceux qui souhaitent 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Donc c'est parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important pour les créateurs de marques, créateurs de produits, d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et c'est ça aussi. Là, on reconnaît l'ADN chinois quand même. On reconnaît l'ADN chinois. Tu le disais tout à l'heure, en Chine, tout est lié. Les plateformes, les réseaux sociaux. C'est pas que, hein, c'est vraiment au niveau mondial. Aujourd'hui, comment se fait connaître au sein dans un réseau, c'est les clés, de clés de succès. Bien sûr, c'est pas tout, mais c'est un bon départ. Oui. Et ça encourage les créateurs, le makers, d'utiliser les canaux, de se faire connaître. C'est pour ça on ouvre une façon de candidater très simple. Poster une vidéo de 30 secondes, taguer alibaba.com officiel, plus hashtag CoCreate 2025. Au deuxième, de manière plus traditionnelle, et de postuler avec une candidature via un formulaire rempli sur CoCreate.com. Et donc ça, c'est une autre façon. Donc chacun qui peut choisir leur façon de candidater. On candidate selon les deux modèles que tu viens de décrire, CoCreate.com ou les hashtags avec une vidéo de 30 secondes sur les réseaux sociaux que tu as cités. Quels sont les critères qui sont retenus par le jury? Il va y avoir des milliers de candidats, j'imagine. J'espère. Il va falloir les sélectionner. Quels sont les critères qui vont être retenus? Donc aujourd'hui, on a passé sur, en gros, 4 critères. Donc premièrement, c'est déjà, on parle de produit. Donc il faut que ça soit un projet qui est lié à un produit physique. Malheureusement, cette fois-ci, c'était pas pour une solution de SaaS ou une solution de tech, mais uniquement le produit physique. Donc il faut que ce soit un produit qui est innovant, qui correspond à une problématique particulier, comme on dit tout à l'heure, quelles sont les problématiques qu'on résout par ce produit qu'on a créé. Et puis deuxième, c'est aussi le potentiel du marché en termes de business. Donc d'où vient l'important d'utiliser les outils IA, même en amont de la production, de tester, vérifier, étudier le potentiel du marché. Est-ce que il n'y a pas déjà une offre similaire qui est déjà très vendue, ou là, combien ça coûte, pourquoi mon produit, même s'il y a beaucoup sur le marché, pourquoi c'était mon produit, c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc il faut le illustrer et le défendre. Ça, c'est le premier critère. Ça, c'est le premier critère. Le premier critère, c'est le produit. Est-ce que c'est innovant? Ouais. Est-ce qu'il est innovant? C'est unique? Est-ce qu'il répond à un besoin de marché? C'est le deuxième critère. Et troisième, c'est est-ce qu'il y a un potentiel de business? Comment on décrit le business plan? Comment est-ce que c'est scalable? Est-ce que c'est scalable? La scalability. Donc ça, c'est le deuxième critère. Troisième, c'est est-ce que l'équipe il est compétent pour mener ce projet? Donc ça, c'est l'équipe. Est-ce qu'ils ont l'expertise sur le produit en question? Est-ce que l'équipe sont bien construits? Donc du coup, ça, c'est une fait partie également des critères. Et après, dernièrement, c'est la partie vente. Est-ce que je sais comment vendre en fait le produit? Donc c'est pour ça on incite également des gens inclure aussi des réseaux sociaux. Et aussi, finalement, comme c'est dans le final, il y aura un pitch en live sur scène pendant les deux événements. Donc c'est aussi, est-ce que le créateur de produit a bien défendu son idée sur scène, répondu aux questions des membres du jury. Et donc ça, c'est aussi, est-ce qu'il y a les techniques de pitch? Est-ce qu'il y a cette force de défendre son projet devant un membre du jury, des experts? Donc ça, c'est aussi partie des critères. Ça, c'est important d'avoir finalement tous ces critères-là. C'est ceux qu'il faut aussi faire ressortir dans la vidéo si on fait une vidéo. Oui. Faut raconter quelque chose, pas juste qu'on est les meilleurs, mais bien suivre finalement le plan que tu viens de décrire. C'est important. Le pitch à Londres, si on parle mal anglais. C'est pour ça qu'il faut préparer. Parce que quand on parle en vente internationale, c'est important. Ouais, c'est ça. Mais là, on est encore en juillet. Tout le temps avant la date limite de candidature, c'est le mi-octobre. Donc encore un peu de temps pour pratiquer le pitch. On a encore un peu de temps pour pratiquer. Michel, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose là avec CoCreate ou d'identifier des propositions de valeur sur Alibaba qu'on aurait passé un peu rapidement? J'ai l'impression d'avoir fait un bon tour, moi. Non, je pense que là, pendant ce temps, CoCreate, on a parlé beaucoup sur la partie sourcing et trouver les bons fournisseurs et aussi des fournisseurs de qualité.
Donc, et aussi, on a parlé les processus de communication. Et je pense qu'il y a un point important aussi de soulever, c'est aujourd'hui la confiance de travailler avec les fournisseurs, c'est important. Ouais. C'est quelque chose qu'on a également travaillé beaucoup. Quand on a parlé de digitaliser l'offre, digitaliser les process, communication, connexion, etc. Qu'on a aussi toute la partie de digitaliser la partie confiance. Et comment digitaliser la confiance, c'est aussi tous les services qu'on a proposés. Tout à l'heure, on a parlé la partie trade assurance, Alibaba en tant qu'intermédiaire entre les deux. En fait, nous, on travaille également de renforcer et aussi la qualité des fournisseurs par le biais des partenariats avec des sociétés tiers qui donnent des certifications auprès des fournisseurs. Et certification pour les produits et aussi des certifications des fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des services qui s'appellent le Verify Supplier. Donc, ça, c'est aussi un service important pour les utilisateurs de savoir quand on cherche ces fournisseurs sur une plateforme, en fonction de qualité, de niveau de qualité que vous cherchez, vous pouvez le classifier, filtrer par est-ce qu'ils sont des certificats de tel produit, parce que les certificats d'une catégorie à l'autre, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et sur notre plateforme, en fonction des catégories, on a des certificats différents qui sont proposés comme critères de sélection. Et ça, c'est pour les petits produits. Et si on cherche des fournisseurs également, je vous conseille aussi de chercher des fournisseurs qui sont vérifiés avec un label qui s'appelle Verified Supplier. Ce sont des fournisseurs qui sont basés des critères de sélection par des sociétés tiers dans la partie d'inspection et de certification comme TÜV, comme SGS, etc. Donc ça, c'est aussi important de savoir que dans les marketplaces, souvent, on dit, voilà, vous avez 200 000 fournisseurs qui viennent du monde entier. Comment choisir? Donc, choisis par le produit, les critères de votre sélection, en fonction des cahiers de charges. Il y a des ratings aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on va digitaliser, toute la partie mise en relation des fournisseurs et des acheteurs de confiance. Donc, c'est pour ça, c'est important que les deux côtés soient conscients par rapport à la digitalisation. Très souvent, on encourage les fournisseurs aussi de digitaliser un maximum de leurs atouts. C'est pas parce que vous avez fait des bons produits, mais vous ne le dites pas, vous le mettez pas en fait des certificats que vous êtes capable de produire, et ça va pas matcher avec les acheteurs qui cherchent par rapport à ce genre de critères. Donc c'est pour ça un point important, c'est dans la digitalisation. Aujourd'hui, c'est plus que jamais important de digitaliser le catalogue d'un côté des fournisseurs et de digitaliser les critères de sélection de l'autre côté des fournisseurs. On peut avoir des retours d'expérience de clients passés pour les fournisseurs au travers de commentaires ou de choses comme ça? Ça, c'est possible aussi. Et d'après, c'est le plus pertinent, c'est vraiment de décrire en fait plus précisément. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé de cahier des charges. Et sur le cahier des charges, est bien écrite. Nous, on a aujourd'hui introduit également un de l'outil IA qu'on propose, c'est un pré-remplissage de cahier des charges avec des critères très pertinents par rapport au produit en question. Comme on disait, si je fais des chemises et je veux bien chercher un fournisseur de sacs, mais quels sont les critères qu'il faut que je mette? Est-ce que c'est l'épaisseur de cuir ou est-ce que les grammages? Je n'en sais rien, moi. Donc, c'est l'IA qui va poser la même question, mais de bonnes questions. Qui va adapter et aider finalement le porteur du projet, le créateur de produit à se poser les bonnes questions. Exactement. Est-ce que vous cherchez des cuirs végétales ou est-ce que c'est des cuirs véritables, cuirs de vache, cuirs de... Voilà. Il y a quand même pas mal de critères. Il va vous interroger et dire, voilà, préciser type de matière, la quantité ou certaines données. Est-ce que c'est l'épaisseur, est-ce que c'est le grammage? Il va tout indiquer pour que vous puissiez poser les bonnes questions. Donc, vous le guidez à les remplir bien pour que, côté fournisseur, qui sait plus en détail ce que vous cherchez. Donc, c'est comme ça, on peut réduire énormément le temps de discussion, le temps de l'échange et de matcher avec les bons partenaires qui est le plus pertinent pour la requête. Eh ben, écoute, Michel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour le partage de ton retour d'expérience à la fois avant de Alibaba, mais aussi chez Alibaba. Et puis, je pense qu'on a défini ce
qu'est Alibaba au travers de notre discussion, hein, et que peut-être on savait ou on savait pas, on avait des clichés, des images. Là aujourd'hui, on a une position qui est beaucoup plus claire. Michel, si on veut rentrer en contact avec toi, est-ce que LinkedIn c'est le bon moyen? C'est bon moyen de me contacter. Si vous avez des suggestions, commentaires, n'hésitez pas. Moi, je serai ravie et on est très proche de notre clientèle. Même si c'est des PME, TPE, on est en constante conversation et contact avec nos clients. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me poser. Si je peux pas répondre, je vous diriger dans les bonnes équipes. Bon, merci Michel. On rappelle que co-create.com pour une candidature traditionnelle standard. Sinon, sur les réseaux sociaux, une vidéo de 30 secondes avec le hashtag co-create 2025 et le hashtag alibaba.com officiel. Vous allez réécouter les critères de sélection. Il y en a 4 ou 5. Il faut vraiment que ça transpire dans la vidéo que vous allez poster. Michel, j'ai été ravi de cette conversation avec toi. Merci pour tout. Merci, Cyril. Merci, chers auditeurs, pour la fidélité de votre fidélité et les messages que vous me faites parvenir. Je vous dis à très bientôt et merci encore, Michel. Merci. Au revoir.